Les adultes te demandent ce que tu veux faire, faut donner des réponses claires et tout. On te met une pression à l'école. Si t'échoues là, t'arriveras pas. T'es tombé en burn-out du coup. Ouais. Le métier passion, ça a vite aussi, tu peux vite tomber dans le piège. Et je suis tombée dans le piège. T'es prêt à sacrifier ta famille, tes amis, c'est ton choix. Mais en fait, je crois que moi, je suis pas prête à ça. Tu culpabilises. C'est plus cette charge mentale-là de culpabiliser pour essayer de faire bien. Pourquoi t'as confiance en toi sur le côté pro, mais pas sur le côté perso? Et c'est là où je me suis dit, Marie, il faut que tu prennes une décision. Mais au début, j'étais dans le déni. Si il y a des personnes qui nous regardent et qui sont dans cette phase très où ils touchent le fond, allez-y, profondément, touchez le fond. Bonjour à tous et bienvenue dans Sous les apparences. Moi, c'est Tanguy. Moi, c'est Paul. Et aujourd'hui, on va on reçoit une invitée de prestige avec nous. Elle nous fait l'honneur d'être ici. Marie, comment tu vas? Ça va, merci. Ça nous fait trop plaisir de t'avoir avec nous. On est trop contents. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase? Et après, de toute façon, on aura l'occasion de parler un petit peu plus de toi. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Marie et je suis photographe et experte en communication digitale. Trop bien. C'est clair? Ouais, très clair. Très clair. Et tu viens d'où? Alors, je viens de Franche-Comté à Besançon. Ok. Énorme. Moi, j'habite à Sens. Enfin, mes parents habitent à Sens, en Bourgogne, dans l'Yonne. Ah non, je sais pas si tu vois. C'est à peu près la même région. Oui. Grosso modo, grossièrement. Bon, je m'appuie. Ciao. Vous pouvez l'entendre dû à mon accent que je viens de l'Est de la France. Ça s'entend un peu qu'il n'y a pas un accent parisien. Non, du tout. Non. Ce qu'on te propose avec... vas-y. Pardon, on va faire un petit jeu. Donc là, on va rentrer dans l'enfance, qui est la base de tout. Bien sûr. Donc là, je vais te poser des questions et tu vas devoir répondre du tac au tac. Ok. Ah oui, on commence direct comme ça avec les petits jeux. C'est un petit jeu assez fun. Ok. T'es prête? Oui. Allez. Tu étais plutôt introverti ou extraverti? Extraverti. Enfant rebelle ou enfant modèle? Rebelle. Tu étais une bonne élève à l'école? Non. Quel métier rêves-tu de faire petite? Photographe. Ah, ça c'est fou. Quelle personne t'inspire le plus? Cédric Grolet. Ok. Incroyable. Avais-tu une bonne relation avec tes deux parents? Oui. Quel est le souvenir le plus marquant de ton enfance? Le plus marquant? Des disputes entre amis, je pense. Le plus marquant, on va dire, à l'école, on va dire que c'est ça. Même au collège, à l'école primaire J'ai pas eu des gros traumatismes. Ouais. J'en ai eu, mais avec, tu vois, des trucs de cours de récré qui m'ont pas... Ah si, ça y est, quand on creuse, ça vient, tu vois. J'ai une fille qui m'avait mis une claque dans le cours de récré, et ça, c'est le truc qui m'a marqué. J'étais au primaire. Ça s'est passé dans quel... Dans quel contexte? Je ne sais absolument plus, mais je me souviens de cette fille qui n'était pas contente et qui m'a mis une claque... dans la cour de récré. Et ça t'a marqué, mais tu sais même pas pour quelle raison. Mais non, je sais plus pour quelle. Non, j'étais vraiment petite, mais ça m'a marqué. Et après, ça s'est réglé. T'es allé voir des profs, ce genre de choses? Non, ça s'est réglé entre nous. Enfin, moi, moi, je me suis écrasée et j'ai encaissé. Résilience. Résilience. Attends, c'est fou, aussi jeune et tout. Et tu disais que donc t'étais dans une famille très aimante, c'est ça? Oui. Moi, j'ai eu de la chance au niveau de mon cocon et de mon foyer familial. Ça a été très, très sain et rempli d'amour. Donc là-dessus, je pars plutôt sur des bonnes bases. Trop bien. Et t'as une sœur, c'est ça? Oui, j'ai une grande sœur. Ok. Vous avez combien de temps 3 ans. 3 ans de différence. Ouais. Ta relation, ça se passe bien et bien aussi, ouais. Trop bien. Juste pendant l'adolescence, je pense qu'on s'est un peu éloigné. Mais là, plus on grandit, plus on commence à se rapprocher, à avoir des choses en commun, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu l'âge... Alors pour le coup, moi, ils sont beaucoup plus petits. Ils ont 11 ans et 14 ans, donc ils sont vraiment beaucoup plus petits. Mais j'ai l'impression que pour certains, alors peut-être tu vas me confirmer, mais à l'adolescence, c'est un peu l'âge où tu peux être un peu rebelle et tu peux un peu te faire la guéguerre. Complètement. Qui peut être une guéguerre bienveillante, mais juste une guéguerre entre... Non, mais il n'y a jamais eu de gros conflits, sauf qu'on a vraiment 2 caractères différents. Ma sœur, moi, je suis très directive, je sais ce que je veux et je donne... Et ouais, je suis très directive, faut le dire. Elle est très calme, très douce. Moi, je suis très speed. Donc, en fait, on est vraiment les deux opposés. Pourtant, on a été éduqués pareil, mais on est les deux opposés sur le caractère. Mais c'est ce qui fait qu'on se complète. Bah ouais, c'est ça. Moi, c'était un peu la petite guéguerre avec ma sœur, on s'en rappelle souvent. Maintenant, je suis hyper fusionnel. On a une relation hyper fusionnelle avec ma sœur. Mais typiquement, on faisait la guéguerre par rapport à qui devait fermer le bouchon de dentifrice. Mais ça partait en coup, quoi. C'est là où on voit qu'on était immature au plus possible. C'était hilarant. Oui, c'est un de nos meilleurs souvenirs. On avait des sacrés problèmes à l'époque. Ouais, sacré problème. T'imagines, tu te rembrouilles pour ça. Il y a pire. On cherche les problèmes. Mais est-ce qu'il y a une épreuve dans ton enfance qui est venue un peu titiller ta confiance en toi?
Oui, je pense. C'était plus vers l'adolescence où j'ai commencé à voir que j'ai perdu beaucoup d'amis à des moments donnés où c'était beaucoup de coups bas, c'était y avait rien de ça en fait. J'ai vraiment connu différents groupes d'amis et j'ai vu que c'était malsain. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience des choses et je pense que quand t'encaisses certains coups, c'est là où ça te remet les pieds sur terre et te dire bon ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois quitter, qu'est-ce que je dois garder. Et c'est vraiment plus l'adolescence pour moi où j'ai commencé vraiment à me former. Parce que moi, vraiment, toute mon enfance, j'ai vraiment eu ce cocon où ma mère enfin, même mon père était très protecteur. Et du coup, j'ai pas... ma difficulté, je l'ai plus vue pendant l'adolescence. Ok. Et dû à quel... Du coup, c'était quoi un peu les facteurs qui ont fait que tu as eu des complications ? Les facteurs, ben ouais, comme je disais, c'était plus tous les coups bas qu'on peut se faire à l'adolescence qui peut paraître bête aujourd'hui qu'on le dit. L'immaturité. Mais ouais, tu sais, les moqueries, les coups bas, beaucoup de mensonges, les critiques par derrière, etc. Moi, je suis une hypersensible. Du coup, je l'ai compris seulement il y a peu de temps d'ailleurs. Et du coup, en fait, tout ça m'a affecté énormément. Et j'y prenais beaucoup d'importance, enfin, j'y accordais beaucoup d'importance. Et du coup, je pense que ça a été vraiment ça qui m'a emmené à me dire, ok, il faut que tu penses à toi et que tu prennes du recul. Ouais, exactement. Et comment ça, tu l'as compris justement, ce côté hypersensible ? Tu disais que tu l'as compris là récemment. Oui. De quelle manière ? À cause ou grâce, je ne sais pas, mon burn-out que j'ai fait via le travail, je l'ai vraiment compris qu'en fait, tout m'impactait. J'étais sensible à tout, je pleurais pour pas grand chose. J'aime pas dire ça parce que bon, on est hypersensible, il y a des choses qui touchent certaines personnes ou pas. Mais je l'ai vraiment compris au fait que j'avais un gros décalage entre ce qui me touchait et ce que les gens autour de moi pouvaient accorder comme importance à ça, quoi. On aura l'occasion d'en parler de tout ça. On a vu aussi sur les réseaux comme quoi tu avais une scoliose quand tu étais plus jeune. Ah, tu t'es bien renseigné. Ah ouais, on a fait quelques recherches. Oui, c'est vrai, tu fais bien de rebondir là-dessus en fait. Bien sûr que ça a été mon truc traumatisant au collège. On me tapait sur le dos, on me disait Robocop et tout. Ah oui. Parce que j'avais un corset. Donc quand tu as une scoliose, pour ceux qui connaissent pas, c'est d'avoir la colonne vertébrale déviée. Et donc pour ça, il y a plusieurs remèdes. Le kiné, moi au début ça n'a pas marché, donc ma scoliose évoluait encore dans le mauvais sens. Donc là tu passes à un cap supérieur, c'est un corset que tu dois mettre 22 heures sur 24. Donc quand t'es en pleine phase d'adolescence où la puberté est là, toi t'as le corset, t'as les premiers petits copains, tu te dis bon, ils touchent du bois, etc. Limite tenir la main, c'était un challenge. Ouais. Et puis oui, t'as les gens, les copains où ça fait rire. Il y avait rien de bien malveillant quand ils toquaient dessus puis ils disaient Robocop ou quoi. Mais c'est des choses où, en fait, qui différencient déjà direct dès l'entrée au collège, en fait. Enfin, même à la primaire, j'ai eu un plâtre, etc. Donc, si, c'est vrai que, tu vois, heureusement que t'es là pour me rappeler mes traumas d'enfance. Et donc, ouais, c'était un peu difficile pour toi aussi par rapport aux garçons. Oui. Ouais. Puis pas qu'aux garçons, même aux filles, tu sais, à cet âge-là, tu commences à t'affirmer vestimentairement parlant. Donc, en fait, moi, je pouvais pas porter ce que je voulais parce que c'est quelque chose qui montait jusqu'au cou. Okay. Donc, en fait, je mettais tout le temps des foulards. J'avais deux appuis aussi derrière qui montaient jusque derrière la tête. Donc, en fait, quoi que je mette, on voyait mon corset. Et ouais, ça, c'est pas top. Pas top. Et tu l'as gardé combien de temps, ce corset ? Je l'ai gardé j'ai commencé à avoir un traitement en CM2, donc le plâtre. Et après, je me suis fait opérer en 3e. Donc je l'ai gardé toutes ces années-là, 5 ans, je crois. Ouais, okay. Ouais. Et tu vois, même quand on allait en sport, donc c'était là où je devais l'enlever. Mais j'allais dans les toilettes, j'avais l'autorisation d'aller dans les toilettes du directeur, etc., pour enlever mon corset, pour que je laisse mon corset dans les toilettes bien au chaud et j'en abusais. Normalement, j'avais le droit de l'enlever que 2 heures par jour. Sauf qu'en fait, des fois, je pouvais. Tu lâchais plus. Ouais, oui, bien sûr. Ça devait être dur de porter ça tout le temps. Ah oui, etc. ouais. Et vis-à-vis de ta famille, du coup, ils t'ont aidé, ils t'ont apporté un soutien par rapport à... Oui, mais je pense pas que c'était un soutien mental. C'était plus pour Marie, il faut que tu le mettes, il faut que tu guérisses, faut pas que tu ailles jusqu'à l'opération, parce que l'opération, c'est quand même quelque chose d'hyper conséquent. Enfin, il y a des risques de paralysie. Donc, en fait, ma mère, elle était plus là sur il faut pas que tu lâches, il faut que tu le mettes, etc. Elle était, je pense pas qu'elle se rendait compte à l'époque de tout ce côté un peu
pas pression mentale, mais en tout cas aussi un peu pression mentale envers les camarades de classe, ce que ça pouvait me faire mentalement en fait, surtout à cet âge-là en phase de construction quoi. Ah c'est sûr, quand t'appelles Robocop, dit comme ça, c'est pas grand-chose, mais quand on est plus jeune, le moindre petit mot peut nous impacter. Un vrai trauma après sur les années, d'où le perte de confiance en soi derrière. Quoi, je non, par rapport à... Oui, vraiment. Donc c'était une forme finalement aussi du coup de harcèlement en fait que tu vivais par rapport à ça. Si c'était à répétition, par définition c'était du harcèlement. Oui, sûrement, mais j'en souffrais, mais pas au point d'en faire, de m'enfermer vraiment. Parce qu'au final, j'ai quand même toujours été quelqu'un de très avenante, souriante, qui rigole tout le temps. Donc ça m'a pas non plus trop fait mal, même si je pense que ça a eu des répercussions forcément. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal, je pense. Et tu penses lesquelles ? Ça a eu quoi comme répercussions ? Positives ou négatives ? Confiance en moi, déjà, de sûr. Je pense que ça a une petite perte quand même, parce que quand t'es différente comme ça, même si ça peut paraître pas grand-chose, au final, chacun vit ses traumas comme il l'entend. Donc, perte de confiance et... L'estime aussi, du coup, je me doute. L'estime de toi. Je pense que oui. L'un va je réponds pas à ta place. Sûrement. Et en positif, je dirais que je pense que cette différence m'a aidée pour plus tard, tu vois. À dire que c'est pas grave et que c'est OK d'être différent, tu vois. Et à la suite, du coup, donc ça, c'était, donc tu as dit, jusqu'à ton collège, ta période collège. Oui. Donc ensuite, tu es allée au lycée. Oui. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Lycée, pareil. Élève pas très... Comment on dit ? Très modèle. Non, justement, tout l'inverse. Rebelle. Non, j'ai jamais du tout été une élève exemplaire. Toujours à la limite, j'essayais de travailler, j'étais à 12 de moyenne, tu vois. Pas une tête, ni trop... Ni trop cancre. Voilà, ni trop cancre, je sais pas le dire. Faire ce qu'il faut faire. Voilà. Mais par contre, j'étais vraiment l'élève qui aimait se faire remarquer. Qui faisait un peu le cirque, etc. Donc voilà ce que je pourrais dire au niveau du lycée. Pas de gros trauma, je crois. À moins que tu m'apprennes encore quelque chose sur moi. Attends, on va appeler tes parents. Et aussi, il y a quelque chose qui t'a animé aussi quand tu étais au lycée. C'était la photographie. C'est là où tu as commencé à te dire, OK, ça me plaît, c'est ça ? J'ai même commencé un peu plus au collège. J'ai eu mon premier appareil photo, j'avais 13 ans, un Nikon. Tu devais être trop contente. Oui, j'étais trop contente. Je prenais tout ce que je pouvais en photo, les papillons, les fleurs de ma mère. J'ai vraiment commencé là. Et après, le lycée, j'ai commencé à prendre mes copines en photo. Et bizarrement, j'ai toujours eu un attrait pour la mode. Je piquais les fringues de ma sœur. Déjà, elle était au lycée, moi j'étais au collège, je lui piquais ses fringues, etc. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre que tout était lié, parce que moi, je suis vraiment spécialisée. Ce que j'adore, c'est la photographie de mode. Et ça a fait le cheminement petit à petit en me disant que j'aime prendre mes copines en photo, j'aimais déjà mettre tout en scène, être très directive, toujours c'est comme ça. Voilà, je l'ai découvert à cette période. Et qu'est-ce que ça t'inspirait au fond de toi de faire de la photographie ? Il y avait quelque chose ou pas, de manière introspective, où ça avait vraiment un impact sur la personne même que t'es devenue aujourd'hui ? Je pense que en fait, ce monde du luxe, de la mode, tous les magazines que j'avais dans ma chambre, c'est tellement un monde qui me fascinait. Et moi, je pouvais me créer le monde que je voulais à ce moment-là quand je faisais mes photos et mes mises en scène. Je maquillais mes copines, je les coiffais. Enfin, j'allais jusqu'au bout du truc, quoi. Ça faisait vraiment ressentir ta créativité au maximum. Complètement. Oui. Incroyable. Oui, là, je l'ai compris que j'étais quelqu'un de créative et que mon métier plus tard serait dans la création, en fait. Peu importe ce que c'était. Ouais. Je m'en rappelle, j'ai même un souvenir d'une discussion avec ma mère où, tu sais, au brevet, tu dois choisir ta spécialité. Ouais. Alors, ma sœur, elle a toujours su ce qu'elle voulait faire. Et moi, à l'opposé, franchement, on me demandait de choisir ma filière. J'étais en plein doute. Et un soir, j'arrivais pas à dormir. Je suis allée chercher ma mère et je lui dis à maman... écoute, on doit donner nos réponses et tout. Je sais pas ce qu'il faut je sais pas quoi dire. J'en sais rien. Je sais pas ce que je veux faire plus tard. Surtout qu'à cette période-là, on a l'impression qu'on joue sa vie. Exactement. Je trouve que c'est terrible la pression qu'on nous met à croire qu'en fait, c'est ça qui va être décisif dans notre vie, alors que pas du tout. J'aurais adoré qu'on me dise le contraire et relax, Marie, t'inquiète pas, rien n'est tracé, tu vois. Et donc, la discussion avec ma mère, je lui ai dit, je me souviens lui avoir dit, écoute, je sais que j'aurai un métier qui est différent, enfin, qui est pas, qu'on n'attend pas de toi à l'école, en fait. Mais je savais que j'avais déjà cette destinée-là, qui serait pas dans les cases, on va dire. Et ça te plaisait, ça ? De savoir que ça allait être un peu différent, ce que tu allais faire ? Je sais pas si ça me plaisait, mais en tout cas, je crois que ça me faisait un peu peur quand même.
Tu vois, parce que tu as ce côté très sécuritaire où quand tu es ado, on te demande, les adultes te demandent ce que tu veux faire, faut donner des réponses claires et tout. On te met une pression à l'école. Si t'échoues là, t'arriveras pas. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, je pense que ça me faisait peur à cette période. Je me souviens des conseillères d'orientation. C'était un sacré délire, ça. Ah oui. Moi, j'en ai eu une fois et tout, mais c'était une angoisse. En fait, ils te disent, c'est soit ça, sinon, t'as raté ta vie. T'as 2 choix, 3 choix, t'es créatif, tu peux peut-être aller là. Au mieux, t'es conseiller de banque, au pire, te faire un, tu vois. Et le pire, moi, j'ai un micro-trauma par rapport à ça. C'est qu'on me négligeait, par exemple, le métier, déboueur ou ce genre de choses, alors que c'est quand même des très beaux métiers. En me disant, si tu travailles mal à l'école, tu vas finir éboueur. La coiffure, on en parlait avec Nicolas. Ou la coiffure, c'est vrai qu'on en parlait. C'était terrible. Avant de dire qu'on était coiffeur, c'était une tannée. Aujourd'hui, là, grâce au réseau, ça s'est amélioré. On en reviendra peut-être plus tard. Mais il y avait le côté, tu fais un CAP. On en avait parlé, CAP coiffure. C'est clair. C'était fou, toute la pression qu'on mettait à chaque fois. Même, ça peut venir aussi des parents. Moi, je me souviens, ma mère, j'étais au collège. Elle m'avait acheté un livre pour apprendre la médecine. Je voulais pas du tout faire médecine. Mais parce que c'est la voie royale pour plein de parents, pour plein de personnes, en fait, on t'emmène vers là. Sauf que non, laisse-moi tranquille. Moi, je sais que je vais faire quelque chose qui a rien à voir. Et puis voilà, c'est là où pour ça on en est aujourd'hui. Et si on m'avait dit au collège ou au lycée, tu vas lancer un média sur la santé mentale. Au début, t'aurais même pas capté. Santé quoi. Pourquoi Et pourquoi C'est clair. Mais oui, c'est ça, c'est les opportunités qui font que ça nous amène vers. Et puis je pense, on grandit, on évolue, tu vois, on n'a plus envie des mêmes choses non plus. Enfin, moi, je pense que la vie, elle est faite de cycles. Et il y a des choses qui t'animent à un moment donné, qui t'animent moins quelques années après. Et c'est rassurant de savoir ça, parce qu'en fait, non, tu joues pas ta vie quand tu choisis ce que tu fais après le brevet ou après le bac, tu vois. Je pense qu'il y a une part d'inconnu qui est quand même, qui fait toujours un peu peur, mais qui finit toujours par te faire énormément de bien. Oui. Et il faisait que, d'ailleurs, dans mon ancien projet, dans mon podcast où on parlait de peur, je privilégie toujours la peur de l'inconnu. Je trouve qu'elle est géniale, tu vois. Parce qu'il y a bien évidemment, on a toujours peur de l'inconnu, on sait finalement pas ce qui va nous attendre, mais c'est quand même quelque chose derrière de très révélateur, parce que ça nous décèle toujours un futur auquel on s'attend jamais. Donc oui, ok, il y a l'histoire du destin, on peut à peu près savoir vers quoi on va se tourner, mais il y a toujours de l'inconnu. Ma vie est remplie d'inconnus, vous allez voir. Et justement, donc là, tu t'es lancé dans la photographie, tu as fait des études de photographie. Oui, exactement. Donc j'ai fait des études. Déjà, dès le brevet, je voulais partir dans la photo, dans des études de photo. Ma mère, elle m'a dit, écoute, Marie, s'il te plaît, fais-moi plaisir et au moins un bac. Comme ça, si la photo, ça marche pas, t'as une petite roue de secours, t'as au moins un bac. Donc pour faire plaisir, j'ai dit oui. Donc j'ai passé un bac. C'était STG à l'époque. Et après, donc j'ai fait un BTM photo, donc CAP plus BTM, c'est l'équivalent de brevet technique, brevet technique des métiers. Et donc une fois que j'ai fait ça, je me sentais pas encore assez mature pour me lancer en tant que photographe. Et en fait, bizarrement, j'étais pas une bonne élève, mais j'adorais l'école. Ok. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a d'accord, ok. C'est pas comment. Mais tu veux essayer de creuser ça ? Comment tu peux l'expliquer, ça ? Je crois que j'aimais bien quand même qu'on me dise à cette période ce que je devais faire. J'aimais bien apprendre. Je pense que je suis quelqu'un de très curieuse aussi. Donc, en fait, d'avoir testé plusieurs filières. Donc, une fois que mon brevet de technique de photographe est passé, je me suis orientée dans une licence en marketing. Okay. Donc, en fait, je pense que inconsciemment, j'avais envie d'apprendre plein de choses. Et je pense que le destin a fait que... Parce que c'est génial, parce qu'au final, c'est hyper complémentaire avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc, du coup, je pense que j'ai dû le sentir, que j'avais encore des choses à apprendre et que c'était trop tôt pour moi de me lancer. Si, j'ai l'impression que j'ai été très tard encore une enfant, mentalement. Genre un peu le syndrome de Peter Pan. Je connais pas. De pas vouloir grandir, en fait. Tu vois, de rester un peu toujours enfant, etc. J'ai un peu ce syndrome-là. Parce que là, tu as... 30 ans. 30 ans. Donc, il serait temps de grandir, c'est vrai. Ouais, absolument pas. Non, c'est vrai, c'est véridique. Quand je le dis, je le dis vraiment. Parce que tu sais, il y en a qui disent, oh, tu les fais pas. Alors que dans derrière fond. Non, c'est sincère. Tant mieux. Je serai encore plus contente quand j'aurai 50 ans et qu'on dira tu fais 25 ans. Donc voilà, études de photographie. Donc après, tu te lances dans les métiers de photographie dans la mode, c'est ça ? Oui, donc je finis ma licence en marketing. Et donc après, c'est là où je me suis dit, ok, c'est bon, je me sens assez mature. On se lance toute seule en tant que photographe. Donc j'ai fait 2 ans, je me suis lancée en 2018. Et 2020 arrive le Covid.
fameux. Ouais, le fameux. Donc, tout se passait bien. Après, tu vois, moi, j'étais vraiment spécialisée dans la mode. Donc, j'avoue que comme je suis dans l'Est de la France, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris parce que la mode, c'est ici que ça se passe, clairement. Donc, j'arrivais à faire je commençais vraiment en 2020, fin 2019, à faire mon petit bout de chemin, à avoir des bons contacts, à faire plein de collabs aussi avec des influenceuses, etc. Vraiment, je voyais que ça commençait à prendre. Et là, le Covid qui arrive, boum, plus rien. Donc, je retourne. En plus, à cette période, j'étais à Paris. Donc, je reprends le train, je redescends. Je le vis hyper mal parce que, tu sais, quand t'as les contrats qui arrivent et que t'es en pleine phase de croissance, boum, on te coupe l'herbe sous le pied, dur. Et c'est là que ma vie prend un nouveau tournant en 2020 puisque à cette période, j'avais mon meilleur ami qui lui aussi était coiffeur aux États-Unis et à cause du Covid a dû rentrer en France parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer. Donc, mais là-bas il y a pas de chômage, il n'était pas résident, donc voilà, il fallait qu'il rentre. Et mon meilleur ami donc à l'époque me dit écoute Marie, je vais me relancer du coup en tant que coiffeur, mais en France, à Lyon. Toi, tu n'as plus de contrat en photo. Est-ce que ça te dit de gérer ma com? Puisque tu as fait des études dans le marketing, comme tu es bonne en photo et tu es bonne en com. Donc, est-ce que ça te dit? Bah ouais, pourquoi pas? Il fallait que j'ai une rentrée d'argent et à un moment donné, tu prends un peu ce que tu as sur la main, tu vois. C'est complémentaire. Puis en plus, j'adore les réseaux sociaux, moi. Donc, si tu veux, c'était fun, c'était une belle opportunité. Donc, pourquoi pas? Et donc, ça a pris, en fait. J'ai commencé avec lui. Et en fait, ça a tellement pris qu'on a décidé de s'associer. Incroyable. Trop bien. Donc, monter une structure ensemble et après lancer des projets qui étaient... on a lancé un salon de coiffure donc en 2020. Donc, il a été juste pendant 1 an en fauteuil. Donc, c'est-à-dire qu'il louait, il était juste coiffeur et il louait un salon, juste sa place pour que lui coiffe. Et moi, je lui développais son compte Instagram. Et en fait, à partir du moment où on a vu que lui, il était booké sur 4 mois, 5 mois à l'avance avec des tarifs très élevés, on se dit, OK, donc dans 10 ans, c'est quoi? C'est encore ça notre vie? Est-ce qu'on reste là-dessus sur cet acquis ou alors on voit un peu plus loin? C'est vrai qu'on a des personnalités qui s'ennuient assez vite. Donc, on s'est dit, vas-y, on est jeunes, challenge, on ouvre un salon. Donc, on ouvre un salon dans Lyon. Pareil, un peu galère de trouver les banquiers de finance parce que tu n'as qu'un an de... Ils ont qu'un an de bilan, etc. Ouais. Et donc, on lance 7 coiffeurs et 4 personnes après 3 ans qui s'occupent de la com pour m'aider. Et en fait, après, on a monté un e-commerce aussi en parallèle, puisqu'en fait, quand tu construis une communauté sur Instagram, on s'est dit, OK, on a les rendez-vous, salons et tout, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus pour utiliser cette audience-là? Donc, en fait, on a décidé de revendre des produits capillaires sur notre site internet. Incroyable. Et ça a hyper bien, ça a cartonné. Et tout a pris très vite grâce aux réseaux sociaux. Ok. Donc vraiment la puissance des réseaux. Ah ouais. Ah non, mais moi j'en suis convaincue et il faut y être à fond, tu vois, et prendre conscience que aujourd'hui, au-delà de, je l'ai encore dit ce matin dans mes stories, en fait, faut pas le voir comme, Instagram, c'est pas là pour vos amis en fait, c'est là pour vous, pour réaliser vos rêves et l'utiliser à bon escient parce que ça peut ouvrir plein de portes. C'est un outil. Ah ouais. Un outil à utiliser. Et pour vous dire, tellement ça a pris, donc mon ami, mon associé du coup, est devenu ambassadeur L'Oréal Paris, tu vois. Donc c'est un statut qui avait été mis il y a 10 ans en place avec Christophe Robin, un coiffeur très reconnu à l'époque. Enfin, c'est L'Oréal Paris, tu vois, c'est le numéro 1 du cosmétique. Donc, c'est des choses que tu disais 3 ans en arrière, qu'on a commencé, jamais on aurait pensé que ça prendrait aussi vite, quoi. Voilà. Et tout ça demandait quand même pas mal de travail. Évidemment. Tu devais avoir de sacrées journées. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, comment tu le vivais, ça, le fait de quand même beaucoup travailler? Alors, c'était un métier aussi passion. Ah oui. Mais comment toi, tu le vivais durant cette période? Alors déjà comme moi j'étais à Besançon, je faisais énormément d'allers-retours à Lyon en train et je l'ai vécu, donc comme tu l'as dit, c'était en fait de vivre ça déjà avec ton meilleur ami, c'est hyper passionnant et c'est captivant et c'en était devenu une obsession. Et en fait c'est ça, je pense, qui est terrible, c'est que quand t'aimes un truc, il faut vraiment trouver le bon équilibre pour pas aller de basculer dans le mauvais côté, parce que tu vois, j'ai tenu à ce rythme-là vraiment 3 ans, et la 4e année, c'était l'année de trop. T'étais surconnectée, en fait, t'arrivais pas à te déconnecter. Ah non, jamais. Et en fait, comme tout se passait sur les réseaux, moi, mon taf, c'était vraiment de m'occuper du site internet et des réseaux sociaux. Donc en fait, t'es dans ton lit, tu déconnectes pas, t'es le dimanche, tu déconnectes pas. Et c'est ça, un peu le métier passion, ça a vite aussi, tu peux vite tomber dans le piège.
Et je suis tombée dans ce piège. Ok, et c'est drôle parce que c'est vrai que ça arrive à beaucoup aussi d'artistes ou autres. Moi, j'avais fait il y a 2 ans une retraite méditative qui s'appelle Vipassana, où pendant 10 jours, tu médites 10 heures par jour. Et j'avais rencontré un DJ qui, depuis toujours, voulait vivre pareil de son activité DJ. Okay. Et en fait, c'est une activité, il était tellement rentré dans ce truc de ok, c'est ma passion, je vais m'investir, en plus de ça, je vis de ma passion, donc je me dois de dire ok, je suis content de faire ça. Sauf que ça l'a bouffé, ça l'a mangé. Et au bout d'un moment, en fait, il s'est dit, en fait, stop, j'en peux plus. Est-ce que toi, tu l'as vécu aussi un peu comme ça? Est-ce que tes parents, enfin, par exemple, aussi, moi, pardon, j'avais plutôt une question, c'est, tu disais aussi dans un de tes réels, comme quoi ta mère te, entre guillemets, reprochait de ne pas passer assez de temps avec eux. Oui. Toi, tu vivais comment ça, le fait de recevoir ça de ta mère? Eh ben, je t'avoue que ça a fait partie de mes déclics, mais après. Genre, en fait, t'es tellement dans ton truc que tes proches, ils ont beau te dire des choses. Tu les écoutes pas. Ouais, non. Toi, ça t'anime et t'es là et tu te remets pas en question. Et j'avais même mon conjoint qui me disait, Marie, parce que je travaillais le samedi-dimanche, tellement ça en était devenu une obsession. Pendant 2 ans, c'était le samedi-dimanche aussi. Il m'a dit, c'est quand qu'on repasse du temps ensemble, quoi. Et du coup, c'est là où tu te dis, il y a peut-être... Enfin, c'est pas venu tout de suite, c'est ça qui est bizarre. Hein. J'ai entendu... Mais en fait, ça a eu un vrai impact aussi sur ma vie de couple. Et c'est seulement maintenant que je prends conscience que ouais, c'était pas normal, en fait. De travailler autant, il faut trouver un équilibre. Mais après, je pense que, tu vois, les gens comme Elon Musk et tout, je pense qu'ils n'ont pas cet équilibre-là, quoi. Eux, ils sacrifient et tout. Mais après, c'est en fonction de toi, si t'es prêt à sacrifier, ta famille, tes amis, c'est ton choix. Mais en fait, je crois que moi, je suis pas prête à ça. Je suis quelqu'un qui a besoin, qui me nourrit aussi de ça, de mes amis, de ma famille. Et en fait, c'est chacun fait comme il veut, quoi. Mais je m'en suis rendu compte un peu tard que je priorisais pas forcément les bonnes choses. Donc ton copain Luigi, c'est ça? Ouais. Big up à Luigi. Il te soutenait quand même, malgré le fait qu'il te dise ok, j'aimerais bien quand même qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Ouais, heureusement, lui aussi il est entrepreneur, donc il me comprend. Mais par contre, en fait, lui, il a juste vu que c'était trop. Parce que lui, la chance qu'il a, c'est qu'il arrive à couper. Quand il est plus au travail, par contre, lui, il déconnecte. Moi, j'avais pas cette compétence-là. Et donc, du coup, oui, il m'a toujours soutenu, par contre, à fond dans les projets. Enfin, encore là, maintenant, il m'anime avec d'autres projets. Donc, là-dessus, on est très alignés. Et je pense que c'est important d'être bien entouré quand tu lances des business, parce que si t'as ta moitié à côté qui te comprend pas, c'est pas forcément évident pour développer ensuite, quoi. Donc, là-dessus, même s'il y avait ce côté, Marie, ça serait bien qu'on repasse un peu de temps ensemble et tout. Je pense que c'était juste, en plus, véridique, parce que c'était beaucoup trop. J'étais dans l'excès. Donc, c'était de la bienveillance au final. C'était pas pour me stopper dans mon élan, quoi. Et en plus de ta fatigue, du coup, professionnelle, tu devais, du coup, avoir le fait qu'on te reproche tout le temps de ne pas passer le temps avec tes proches, une énorme fatigue émotionnelle. En fait, tu culpabilises. C'est plus cette charge mentale-là de culpabiliser pour essayer de faire bien, parce que t'es à fond dans ton projet avec ton meilleur ami, ça fonctionne. Quand ça fonctionne, tu vois, t'as encore plus d'engouement, ça te motive encore plus, tu vois. Et du coup, t'as ce côté-là aussi avec la famille, oui. Mais en fait, j'étais tellement dans le trop que même moi, manger, c'était devenu une tannée parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc je mangeais en 10 minutes, quoi. C'était du non-stop, c'était n'importe quoi. Et tu finissais tes journées à quelle heure? Question bête, mais... Tu sais, comme le téléphone, c'était le prolongement, c'était de mon bras, on va dire que c'était mon 3e outil, franchement, je sais pas. Tard. Ouais, tu comptais pas, en fait. Non, parce que je pouvais répondre à des messages de clientes dans le lit quand je regardais un film. Enfin, c'était... Je sais pas, un peu, j'ose pas dire. Mais et du coup, donc personnellement parlant, après derrière, donc c'est eu un énorme impact sur ta santé mentale. C'est là où t'en parlais au début de notre échange. Tu es tombé en burn-out, du coup. Ouais. Comment ça s'est un peu manifesté? Comment tu t'en es rendu compte? Perte de motivation. Perte de motivation à partir du moment où t'es à la base depuis 3 ans surmotivée, créative, etc. Et que là, moi, en plus, ma plus-value dans mon métier, dans le fait de s'être associé, c'était ma créativité pour la com. À partir du moment où t'as plus d'idées, plus de motivation, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, le matin, j'arrivais plus à me lever, quoi. Et puis c'était conflit sans arrêt avec mon associé. Du coup, t'es plus aligné. Donc, ce burn-out-là t'amène à te rendre compte que y a des choses qui fonctionnent plus, quoi. Et ça en faisait partie. Ça a été quoi, donc, du coup, en termes d'impact mentalement et corporellement parlant, les impacts de ton burn-out? Donc, tu disais que tu n'arrivais pas à te lever le matin. Ouais, je pleurais beaucoup, encore plus que d'habitude. Le moindre truc, là, je partais en larmes.
Le fait de devenir un peu parano des fois. J'étais limite un peu parano à me faire des films. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Est-ce que tu arrivais à lire Fatiguée. ou écrire ? Ah non, manque de concentration. Ok. Ça, terrible. Manque de concentration, plus créative, ça, clairement. Et puis tu subis en fait tes journées. Jamais j'avais ressenti ça. Moi, ça faisait 3 ans que j'avais l'impression de pas travailler tellement je kiffais, tu vois. Et là, toute l'année, c'était, je subissais. Donc là, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais justement, on avait un petit jeu par rapport à ça. Tu l'as devancé. Vous l'avez Let's devancé. go, ouais, c'est vrai. Où en fait, on va te poser des questions, mais si tu veux, tu peux le faire. Ouais. toi-même. Alors du coup, c'est un petit jeu où l'objectif c'est que tu répondes par vrai ou faux. Ok, Et après on va détailler ensemble. super. Du coup, durant ton burn-out, est-ce que tu étais tout le temps fatigué ? Vrai. Est-ce que tu n'arrivais pas à te lever le matin ? Vrai. Est-ce que tu avais du mal à te concentrer ? Vrai. Est-ce que tu faisais du sport ? Non. Est-ce que tu pleurais plus souvent que d'habitude ? Oui. Est-ce que tu te sentais tout le temps stressé ? Oui. Est-ce que tu avais l'impression de ne plus être bonne à rien ? Oui. Et est-ce que tu préférais rester seule ? Oui. Et par rapport à ça, est-ce que du coup, parce que je me doute que du coup tu es allé voir des médecins, comment s'est passé un peu ton suivi thérapeutique Alors, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse aider parce que déjà, mon entourage, enfin même mon associé à l'époque, envoyait une et c'est lui qui m'a conseillé déjà de me faire aider. Donc là-dessus, je l'ai suivi, enfin je l'ai écouté. Ça m'a fait énormément de bien. Donc j'ai toujours été très ouverte à ça. Enfin moi, j'ai aucun problème à aller voir quelqu'un. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas parce que ça m'a beaucoup aidée. J'ai aussi eu de la chance que mes parents et mon conjoint m'ont soutenue parce que ça m'a... Pareil, ma mère, elle venait manger avec moi le midi quand elle voyait que ça allait pas, etc. Enfin, je l'appelais quand ça allait pas non plus. Enfin, vraiment des proches, juste mon petit cercle familial très proche. Et puis, j'ai regardé aussi beaucoup justement des podcasts quand ça allait pas sur le burn-out, santé mentale, etc. Ça m'a beaucoup aidé à me dire, Marie, c'est une sale période, mais ça va passer, tu vois, à relativiser, à me dire c'est un coup dur. Et puis qu'il fallait que je prenne une décision pour me sortir, en fait, de là, quoi, parce que ça n'allait plus. Mais t'y croyais à chaque fois. Enfin, je pense qu'il y a quand même peut-être eu des moments où vraiment t'y croyais plus du tout. Ah oui, non. En fait, déjà, il y a un élément qui a fait, un élément déclencheur qui a fait que j'en pouvais plus. Et c'est là où je me suis dit, Marie, il faut que tu prennes une décision. Mais au début, j'étais dans le déni. J'aurais pu rester dans cette situation et accepter de continuer dans ces conditions. Si la situation ne m'avait pas bousculée, tu vois. Donc, j'aurais pu encore rester et subir le truc, quoi. Parce qu'en fait, ma vie, pour moi, était tellement projetée sur les 5 à 10 prochaines années que c'était impossible dans ma tête d'en sortir, tu vois. Je faisais un vrai déni. Ben non, c'est pas comme ça, normalement, que ça devait se passer, tu vois. Donc voilà. Ok, et du coup, donc, tu disais aussi que tu avais eu le soutien de ton compagnon, de ton conjoint. Oui. Il faisait quoi comme action pour t'aider ? Et ben en fait, c'est rigolo parce que lui, donc son métier, il voit du monde toute la semaine et moi, je vois personne, je suis tout le temps devant mon ordi. Donc on est vraiment là-dessus, c'est chiant parce que c'est très différent. Et ben justement, il prenait sur lui et il me sortait. Parce qu'en fait, tu sais, de rester tout le temps chez toi, seule, à pleurer, à broyer du noir, etc., à plus t'habiller et tout ça. Enfin, moi, en plus, je suis quelqu'un, je suis coquette et tout. T'es tout le temps en jogging, tu te maquilles plus, tu te coiffes plus. Et ben, en fait, il prenait le temps de me sortir, de me changer les idées. Et quand il me voyait pleurer, évidemment, il me remontait le moral. Après, c'est pas son point fort de remonter le moral. Mais justement, là où il était vraiment fort, c'était vraiment son point fort. Ouais, c'était vraiment de me changer les idées à sa façon, de me faire rire. Il me fait énormément rire. Donc, c'est ça. Vous passiez plus de temps aussi dehors, du coup ? Vous sortiez beaucoup, etc. Ouais. Vous faisiez quoi comme style d'activité ? Franchement, c'était pas des grosses activités c'était vraiment se promener, aller faire du shopping, soit aller se promener dans la nature, aller se faire des petits week-ends à droite à gauche, voir nos amis. C'est des petites sorties comme ça, mais qui, quand t'es tellement pas bien, qui paraissent banales au final, mais en fait, elles sont essentielles. Je comprends. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est aussi pour ça que là, toi, tu préfères aujourd'hui la campagne à la ville pour avoir ce côté aussi très reposant
pouvoir te poser, être dans ce système de pensée pour ok, ben je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de moi. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu préfères t'éloigner un peu de la ville à certains moments? Je pense qu'en fait, la ville, je la vois tellement comme quelque chose où on vit à 100 à l'heure. C'est du surdynamisme. Ouais, t'es tout le temps surstimulé, même, je dirais. Surtout Paris. Ouais. Et ben, ma campagne, donc j'ai été élevée là-bas, donc c'est mes repères, et ça m'apaise. Vraiment, je me sens moins à 1000 à l'heure, et ça me permettait, quand j'étais à Lyon ou à Paris, de me ressourcer, et moi, ça me fait du bien de pouvoir sortir dans mon jardin et sur ma terrasse, quoi. Enfin, et maintenant dans ta piscine. Oui. T'as vraiment tout analysé. Ah ben, on a préparé. C'est bien. On a préparé le podcast. Donc oui, non. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas photo. C'est une qualité de vie aujourd'hui que je pourrais pas changer. Mais t'aimes bien quand même de temps en temps revenir sur Mais Paris. par contre, pour mon travail, c'est essentiel. Ben. Ouais. Les rencontres, le travail, oui, bien sûr. Et par rapport justement donc, à ta présence sur les réseaux sociaux, donc, puis ton burn-out, alors tu t'étais lancé sur les réseaux avant ton burn-out, Ouais. mais est-ce que du coup tu as commencé, ou pas, à parler de ton burn-out sur les réseaux par exemple, ce genre de choses? Oui. Justement, alors avant 2020, je postais beaucoup pour montrer mes photos, etc. Mais j'avais encore pas vu le potentiel. D'Instagram. J'avais encore pas vu le potentiel d'Instagram. Et du coup, c'est seulement là, avec l'expérience que j'ai eue avec mon associé, où je me suis dit, là, Marie, par contre, maintenant, tu te remets sur les réseaux. Et je trouve que ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie... on cherche sur les réseaux de l'authenticité, du spontané, etc. Franchement, il y a quelques années, c'était terrible. Enfin, tu voyais que des gens en voyage, etc. Enfin, aujourd'hui, on veut plus ça, tu vois. Ce qui plaît, c'est vraiment le spontané, les vidéos qui font pas trop travailler, limite où on est proche de l'audience. Et là, je me suis dit, écoute, Marie, ça fait 3 ans que tu avais disparu de ton Instagram, que tu mettais quasiment plus rien. Tu vas pas revenir comme ça, comme une fleur. Je me voyais pas revenir comme une fleur et dire bonjour, quoi. Donc, et comme je te le dis, je suis quelqu'un d'hyper, qui suis sensible, qui suis authentique aussi. Et du coup, pour moi, c'était important de le dire, ce burn-out, parce que de part, moi, j'ai consommé du contenu comme ça quand j'allais pas bien et j'étais contente d'en trouver. Et quand je l'ai dit sur Instagram, quand j'ai raconté ce burn-out et quand j'ai avoué la situation, surtout ils étaient à milieu de penser ça, parce que ce que tu montres sur les réseaux, c'est le positif. Ils voient la réussite d'entreprise, etc. Donc, en fait, les gens, ils s'attendent pas à ça. Et je trouvais important pour moi, c'était plus un message en mode, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Des fois, tu surestimes quelqu'un et en fait, on est tous pareils, on est des humains, on n'est pas des robots. Et ça m'a permis d'être sincère, et j'ai eu tellement de retours. Merci de me l'avoir dit, moi aussi, je suis en plein dedans, je sors d'une phase comme ça. Enfin, ça a pu libérer la parole et c'est là où j'ai compris que j'avais fait le bon choix, tu vois. Okay. Puis ça a dû aussi ajouter un petit peu plus de proximité aussi avec les gens qui te suivaient. Ok, comme tu l'as dit, c'est pas une robot, elle est humaine, et elle est entre guillemets comme nous. Oui, complètement. Donc, bien sûr. Et je pense qu'avec les réseaux, on a vite tendance à idolâtrer les gens. Et sauf qu'en fait, maintenant j'ai tellement de recul, tu sais. Puis avec l'expérience que j'ai eue avec mon associé, on a rencontré aussi plein d'influenceurs, influenceuses. Et du coup, tu vois vraiment que c'est des personnes lambda, quoi. Et du coup, ça m'a tellement ouvert les yeux à me dire, mais Marie, arrête de voir les réseaux sociaux comme si c'était des gens... surhumain, pas du tout en fait. Ça pas va du de soi, tout. hein, vu qu'on veut toujours montrer que le positif, forcément, on voit que le positif, donc on se dit que c'est la vie rêvée. Alors que non, pas du tout. le Après, tu vois, dans mon contenu, je suis quand même quelqu'un de positif, donc j'avais cette phase-là où je pouvais pas montrer du positif puisque ça n'allait pas dans ma vie à ce moment-là. Et donc, du coup, maintenant que ça va mieux, je partage du positif, tu vois. Et dans ma façon d'être, j'ai envie de partager du positif. Mais je pense il faut un peu de tout aussi sur Insta, et je pense que cette phase de comment dire, où j'avoue, où je dis à ma communauté que ça allait pas, c'est ok, quoi. Enfin... Est-ce que tu as eu des haters ou pas du tout? Quand j'ai dit ça sur le burn-out ou en général? Alors ça peut être sur le burn-out ou même juste en général. Oui, j'en ai quelques-uns, mais rien de... Ouais, rien de fou. Oh, non. T'y prêtes pas forcément non, attention. pas du tout, parce que j'étais avec Thomas quand je gérais son compte. Il y en avait tout le temps, donc j'ai appris à vraiment prendre du recul avec ça. C'est une bonne formation. Je le prends pas du tout personnellement. C'est hyper important de nos jours, en plus, où il y en a de plus en plus des commentaires comme ça. On en parlait dans l'épisode de juste avant, mais où en fait les gens ils ont pas peur, avec un compte anonyme, ils vont venir
te mettre les commentaires les plus horribles c'est clair. qui existent. Donc non, là-dessus, je suis rodée. Et par rapport, du coup, justement, à ta confiance en toi et donc tes différentes épreuves, que ce soit donc ta scoliose ou comme ton burn-out, etc., quelles ont été, du coup, après, au fur et à mesure de ta remontée, on va dire, ça a été quoi un peu voilà, les bénéfices de ces épreuves-là, de résilience, un peu sur la personne que tu es aujourd'hui? Justement, que tout passe, en fait. J'ai vraiment compris, ça m'a fait un déclic que j'ai compris que tout finissait par passer. Donc, quand on est dans une mauvaise période, c'est normal. Et comme je disais, c'est un cycle, en fait, la vie. Ça serait trop nul si c'était tout le temps le bonheur, tu vois. Et je pense que c'est aussi dans la difficulté que tu apprends le plus, en fait. Donc, moi, franchement, je suis contente de l'avoir vécu. Parce que j'en ai appris ça, vraiment à toujours positiver, à me dire que je sais qu'il m'attend mieux après. Et bizarrement, tu vois, l'année dernière, pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ok, Marie, maintenant t'arrêtes, tu revends tes parts et tu arrêtes ce business-là. Donc j'ai pris cette décision, mais je me suis dit, mais Marie, qu'est-ce que tu fais? Parce que pareil, j'avais peur de l'inconnu et tout. Mais en fait, je pouvais plus rester comme ça, dans cette situation-là. Et je me suis dit, faut que tu bouges, c'est plus toi là. Fais autre chose. Et donc, le fait de se dire que l'inconnu, des fois, les choses se font bien. Il faut faire aussi confiance au destin et se dire et croire en soi. Je pense que ces 4 dernières années d'expérience professionnelle m'ont fait reprendre confiance en moi et me dire que je sais de quoi je suis capable et que du coup, je sais que il m'attendra bien après, quoi. Du bien après. Ouais, c'est ce que tu disais, comme quoi sur le côté pro, tu avais quand même confiance en toi. Oui, ouais. Et tu avais dit aussi que le côté perso, il y avait encore du travail à faire. Ouais. Pourquoi tu as confiance en toi sur le côté pro, mais pas sur le côté perso? Tu vois, tout ce qui va être côté perso, ça va être tout un peu l'image de soi, l'image qu'on renvoie et tout. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as montré mon retour caméra et tout, c'est compliqué. Pourtant, être sur les réseaux, c'est un bel exercice aussi pour réapprendre à avoir confiance en soi. Mais sur le côté professionnel, je vois... aujourd'hui, tu vois, je suis pas mal d'entreprises, je fais du coaching, etc. Je donne des formations et je vois mes compétences, je vois ma valeur ajoutée, je vois que ça marche et je vois du coup que c'est ça qui me donne confiance en moi parce que je vois que... Le résultat? Oui, exactement. Donc là-dessus, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est des choses factuelles. Ça, dans le pro, j'ai confiance. Je sais que j'ai des compétences, je sais où sont mes valeurs ajoutées. Mais dans le perso, on a tous des petites choses à revoir, je pense. Oui. Est-ce que tu privilégies des moments seuls avec toi-même ou pas dans ta vie de tous les jours, dans le côté perso du coup? Oui, ouais, je vais marcher toute seule. Ok. Parce que justement, mon métier, on a vite tendance à être sédentaire devant ton ordinateur ou ton téléphone. Donc je me force à marcher. Mais je suis très souvent seule, on se rend pas compte, mais on se rend pas compte aussi. Moi, c'est que le week-end où on sort, on voit du monde, mais sinon, j'ai souvent des moments seuls, dans mon bain, où je cogite énormément, j'écoute énormément de podcasts, j'adore. Donc ça me fait trop plaisir d'en faire aujourd'hui. Trop bien. Et développement personnel, etc. Je dis ça dans le sens où, vu que t'es en couple, c'est aussi, t'es toujours avec ton partenaire, tu vois. Donc forcément, c'est génial d'être en couple, etc. Et que des fois, on a aussi besoin de décrocher, même si on n'est pas forcément solitaire dans un non, là-dessus, c'est vrai qu'on est très alignés aussi. Ce qui est important, je pense, dans un couple, d'être aligné. C'est que lui aussi, donc, de par son métier, il voyage quelques fois dans l'année. Et moi, là, par exemple, tu vois, je vais partir 2 mois à Londres pour apprendre l'anglais toute seule. Génial. J'ai besoin de me challenger aussi. Ouais, tu vois, je lui dis, OK, Marie, t'as 30 ans. J'ai loupé 2 opportunités à cause de l'anglais, parce que je parlais pas anglais. En 6 mois, je loupe 2 opportunités. Donc, non, c'est maintenant ou jamais. Tu vois, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, donc go. Donc, je pense qu'après, en plus, cette phase un peu dépressive, de burn-out, ça va me challenger, ça va me refaire du bien d'être... je vais à la ville de moi, donc non, ça va être cool. Tu vois, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin d'être boostée. Je suis trop dans un rythme confortable, là. Ça me fait du bien de sortir de ma zone. Et tu penses, ça vient d'où, ça? Ce côté de toujours vouloir faire plus, toujours vouloir faire mieux Bonne question. D'où ça peut venir? On aime les petites questions qui titillent. Je sais pas. J'ai toujours vu mes parents, tu vois. Mes parents, ils étaient entrepreneurs, ils avaient leur entreprise aussi.
Donc en fait, j'ai toujours vu, pendant les vacances, ils emmenaient l'ordinateur, etc. Donc c'est pas forcément un bon exemple, mais je pense que c'est un peu schéma familial que tu reproduis, je pense, inconsciemment. Je suis convaincu de ça. Ouais. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai Ouais. mon père qui travaille énormément. Ma mère aussi, hein, mais surtout mon père qui peut se lever à 4h, finir à 23h, Ouais. qui fait des journées de barjo et ça depuis toujours. Pareil. Et donc, moi, quand je me dis non, tu peux pas faire une journée classique. En plus, Ouais. quelqu'un qui a des ambitions, qui a un peu drivé par ce côté projet, vouloir faire des entre guillemets, grandes choses ou des belles choses, tu te bouges un peu les fesses. Ouais, donc, c'est vrai. Oui. Donc je pense que ça vient de là, sûrement. Puis t'as toujours la comparaison de ton cadre familial et puis comparaison toujours un peu inconsciente des gens autour de toi, tu vois. Ça dépend de comment tu t'entoures En fait, aussi. moi j'aime bien. En fait, maintenant, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de m'entourer que de gens qui me stimulent et qui m'apportent des choses, qui te font élever, tu vois. Et du coup, c'est vrai que déjà avec mon associé, il avait aussi ce caractère-là. On avait vraiment ces deux choses en commun de toujours plus, très très travailleur, très ambitieux aussi. Donc en fait, les personnes avec qui tu fréquentes aussi, c'est ça qui te forge aussi, tu vois. Ça te fait ta norme. Ouais, en fait, ça te fait ta norme, t'es la exactement. moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, oui, c'est vrai, si t'es exactement. entouré de 5 personnes très ambitieuses, toi, ton niveau, il va être forcément plus élevé que la moyenne. Complètement. En tout cas, aujourd'hui. Et par rapport à, du coup, de tout ce qu'on vient de parler, Oui. vraiment de tout l'épisode, donc de ton côté hypersensible, est-ce que, du coup, que ce soit pro-perso, t'es souvent stressée? Ou est-ce que t'es même carrément anxieuse? Ou pas forcément? En fait, pendant cette période où j'allais pas bien du tout de burn-out, j'ai été très anxieuse. J'ai connu mes premières crises d'angoisse. Je connaissais pas ça avant. Ok. Et je suis quelqu'un de stressé, oui, parce que je me rongeais énormément les ongles et la peau. Je tapais du pied là, comme ça. Donc je pense que c'est une façon de stresser. Donc oui, je suis quand même quelqu'un de stressé à la base. Ok. Et tu penses que c'est lié directement enfin, en gros, est-ce que ton anxiété, tu la ressentais aussi bien dans le perso? C'est-à-dire dans ton bain, par exemple, Ouais. où t'avais cette boule au ventre, ce genre de choses, où tu te rongeais les ongles? Pendant mon burn-out? Ouais, ou même après ou avant. Enfin, vraiment dans ta vie globale. Oui, ouais. Enfin, à part les crises d'angoisse, oui, j'ai toujours perso et pro. En fait, tout est lié, quoi. Hein, donc à partir du moment où il y a quelque chose qui te fait stresser professionnellement, ça impacte aussi sur ton personnel. Hein. C'est difficile. Enfin, moi, j'arrive pas à faire la part des choses. Hein. Ouais. Quand il y a quelque chose qui m'atteint professionnellement, généralement, le moral, le perso, ça baisse joue. aussi, quoi. Hein, ça suit. C'est sûr. Et tes crises d'angoisse, Oui. elles sont apparues comment? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Grosse boule au ventre. Ouais. Impossible de dormir. Et genre, ton cerveau qui bouillonne et que tu le maîtrises pas, tu vois. Que t'arrives plus à dormir, etc. Ton cœur qui s'accélère? Non, pas le cœur, vraiment une grosse boule là, qui te tord les boyaux. Ok. Vraiment juste ça, moi. C'est déjà pas mal Tu mis. disais, t'arrivais pas à dormir, donc c'était le soir? Oui, surtout. ouais, c'était le soir. Dans le lit, t'avais ça. Après avoir cogité, peut-être, ce genre de choses? Ouais, c'est quand tu cogites. Et puis vraiment, moi, c'était les 2 phases où j'étais pas bien. C'était fin décembre 2023, janvier 2024, février 2024. Ça a duré vraiment ces 2 mois et demi où. Franchement, t'inquiète. Ces 2 mois et demi là où j'ai vraiment eu ces boules tout le temps, chaque fois que j'allais dormir. C'était terrible. Et t'as réussi du coup à trouver une solution pour un peu temporiser Je pense que la psy m'a beaucoup aidée. Ouais. La psy m'a apporté pas mal de réponses, d'où ça pouvait venir, pourquoi j'étais comme ça. Donc je pense que la psy, m'a bien aidée là-dessus. T'allais en voir de manière récurrente? Une fois toutes les 2 semaines. Ok, trop bien. Ouais. Génial. Ouais. C'est bien. Et tu continues? Non, là j'ai arrêté. Ok. Non, Parce que t'en ressentais plus le besoin. Ouais, puis j'avais envie de sortir de cette bulle parce que du coup, inconsciemment, tu vois, je suis allée la voir j'ai commencé octobre 2023 jusqu'à juin 2024. Ok. Donc plus de 6 mois, tu vois. Et j'avais envie de sortir de cette boucle-là, tout le temps reparler du même sujet et tout. Je me suis dit, ok Marie, là maintenant, c'est à toi de jouer. Sors ça de ta tête. Et ça m'a bien réussi, tu vois. Ouais, t'as quand même senti une progression personnelle à travers... trop bien. Trop cool. Et question bête, comment t'as trouvé ta psychologue? Par quel moyen, etc. Justement, c'est mon associé de l'époque qui m'avait donné, c'était aussi sa psy. Aussi sa psy. Ouais, qui l'avait adoré, que j'ai adoré aussi,
qui était génial. Sur Lyon? Oui. Ok. Ça, c'est hyper important parce que c'est sûr que quelquefois, il y a des personnes qui, avant de trouver le ou la bonne psy, il faut faire 3, 4, 5 essais. Ben non, j'en ai fait qu'une et ça a été bingo parce que c'est de la recommandation. C'est pour ça. Ouais. Ça fonctionne beaucoup. Et puis, comme on était aligné avec mon associé, je pense que le fait qu'il me donne son contact, il savait très bien que ça allait bien passer et ça a été le cas. Parce que souvent, aujourd'hui, en plus, on se rend compte, il y a beaucoup plus de personnes qui passent enfin le pas d'aller voir un psychologue ou un psychologue. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas le bon psy. Donc, ils commencent à en faire une généralité. Comme quoi, du coup, c'est une catastrophe, c'est trop nul, etc. Alors que finalement, c'est juste peut-être pas la personne adéquate. Parce qu'il faut quand même pas oublier que derrière le métier de psychologue, ça reste un humain. Donc, il peut aussi être différent. Donc, ça, c'est un vrai message aussi. Et c'est rigolo, le mot que tu emploies, enfin passer le pas. Tu vois. Pour moi, voir un psy, c'est pas. Pour moi, c'est quelque chose de banal. En vrai, j'ai toujours banalisé le truc. Ça m'a jamais choqué quand quelqu'un me dit je vais voir un psy. Quoi. Je suis tout à fait on est tous les trois du même avis, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est quand même aussi une grosse majorité aujourd'hui où les gens, encore, c'est ce fameux tabou de la santé mentale. Où aller voir un psy, c'est tout de suite un peu cette barrière de recul, alors qu'au contraire, c'est juste là bien pour toi, pour nous. Et je pense que c'est courageux d'ailleurs d'y aller. Enfin, tu vois. De se dire ok, j'ai besoin d'aide. Enfin, je trouve ça courageux. Ouais, c'est très égoïste et c'est tellement le meilleur mood. C'est trop bien pour prendre moi j'y suis allé encore il y a quelques mois alors que j'allais très bien. Je suis dans la période de ma vie où je vais le mieux de toute ma vie et juste je sentais qu'il y avait un petit truc à aller chercher et j'y suis allé et ça m'a aidé. J'ai fait je crois 6 ou 7 séances même pas et ça a débloqué quelque chose et puis après c'est reparti. Et puis, donc, y aller même quand aussi, ça va bien. Et tu le sens comment que tu as quelque chose à débloquer, que tu es retourné la voir Alors, moi, c'est parce que je suis passé par une dépression que je sais que, par exemple, il y a des signaux aussi, même physiques. Par exemple, genre les dents qui grincent. J'ai commencé à mordre mes lèvres. Je vais commencer à être plus fatigué. En fait, j'ai des petits signaux qui me montrent que je vais moins bien, par exemple, en ce moment. Donc voilà, c'est plus physique. Mais je l'ai appris grâce à cette épreuve. Et c'est aussi pour ça que ça me parle beaucoup aussi, le truc de... Alors, toute proportion gardée, mais moi, je remercie aussi ce moment, enfin, cette période de ma vie, parce que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être aussi résilient et détecter ces petits signaux qui me permettent aujourd'hui prendre soin de moi comme je n'ai jamais autant pris soin de moi. Donc, complètement. Donc voilà. On touche à la fin. Ça touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure cet épisode, un message ou quelque chose que tu as envie de dire peut-être? Eh bien, si y a des personnes qui nous regardent et qui sont dans cette phase très où ils touchent le fond, allez-y, profondément, touchez le fond. Je vous assure que ça fait du bien et qu'en fait, vous en sortirez que grandi. Donc, franchement, si j'ai un conseil à dire, c'est vivez vraiment cette période à fond. Et puis, faites confiance en la vie. Et en l'entourage, en vous. Tu l'as dit, tout est temporaire et ça va pas finir par passer. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram. Vous tapez Marie Ruffinoni. Et puis... on mettra le lien. On mettra tout en description. Trop bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker du coup cette vidéo. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, Marie. Merci beaucoup. Pareil. Et puis à la prochaine. Ciao. Très vite. Salut, ciao.